bonjour à tous, bienvenue à cette nouvelle conférence du CLUSIF. Je me présente, Pascal Lointier, je suis président du CLUSIF et conseiller sécurité de l'information chez AIG Europe. Donc je tiens tout d'abord à remercier les sociétés qui nous permettent l'organisation de cet événement, à savoir la société McAfee, Business Services et puis Telecity Group. Donc le sujet de cette conférence s'appelle Fraude interne et malveillance interne. J'aurais pu l'appeler également le dernier des sujets tabous en entreprise, parce que j'ai eu beaucoup de mal à obtenir, d'ailleurs ce que je n'ai pas pu obtenir, certains témoignages, mais on y reviendra. Donc avant de vous présenter des exemples de fraude, malveillance et l'articulation de la présentation, une très brève présentation du CLUSIF pour nos amis de la presse qui sont présents, les participants grand public ou les nouveaux membres du CLUSIF ici présents. Donc le CLUSIF est une association sans but lucratif qui regroupe un peu plus de 600 membres, pour moitié offreurs et pour autre moitié responsables ou fonctionnaires de sécurité. Donc c'est ce qui fait un peu quelque part la force du CLUSIF, c'est que notre message, in fine, il est neutre, c'est-à-dire que c'est un message qui est pour la promotion de la sécurité et non pas pour une certaine typologie de marque de produit ou une certaine forme d'activité. Le CLUSIF, c'est également une dynamique de production qui est systématiquement mise en ligne à l'issue des travaux. Ces travaux sont réalisés par des groupes de travail et en moyenne, je dirais que nous avons une quinzaine de groupes de travail qui sont constitués. Donc je rappelle pour les membres présents et pour les nouveaux membres que pour constituer un groupe de travail, il suffit d'avoir une idée, d'avoir aussi la disponibilité de temps pour animer ce groupe. Ça passe en réunion du comité opérationnel et si le sujet semble intéressant pour la globalité des personnes, eh bien le sujet est lancé. Donc vous voyez par exemple les derniers groupes de travail qui ont pu être lancés. À l'automne dernier, c'est sur la norme PCI DSS, une norme de monétique bancaire, sur la sécurisation des applications web et plus récemment sur le guide d'audit de sécurité physique. Donc une très grande variété de sujets et je vous invite bien évidemment à systématiquement consulter le web pour voir les nouveaux travaux. Le CLUSIF, dernier point de présentation, c'est également des sociétés homologues, juridiquement indépendantes, mais qui travaillent dans un même esprit, à la fois à l'international, où nous avons sur la partie gauche plusieurs entités, dont le Burkina Faso qui a été créé assez récemment, et à la droite des structures régionales, donc vous voyez 2, 4, 6, 8 structures, dont une toute nouvelle qui est le CLUSIR Aquitaine, dont le lancement aura lieu à Bordeaux le 12 juin prochain, c'est-à-dire vendredi en 8. Pour en revenir maintenant à notre sujet d'aujourd'hui, fraude interne et malveillance interne. Alors il est vrai qu'au sens judiciaire, fraude, détournement d'actifs et l'intrusion sont un peu, je dirais, amalgamés. Dans l'esprit grand public, on sépare, je dirais, les détournements de fonds du sabotage. Donc je vous ai mis quelques exemples de fraudes assez récentes, sachant qu'en fait, on a beaucoup de difficultés à obtenir des témoignages ou avoir une information assez en profondeur de ce qui a pu se passer. Pourtant, travaillant dans une compagnie d'assurance qui est spécialisée sur la fraude et la malveillance informatique, je vois passer un certain nombre d'affaires, mais ça ne transparaît jamais publiquement, ni même, je dirais, dans des milieux professionnels. Donc c'est intéressant de voir dans ces fraudes, c'est que vous voyez, c'est tout montant de fraude possible. Donc il ne faut pas s'imaginer que seules les institutions financières sont exposées à un détournement des actifs. En fait, toute entreprise, à partir du moment où elle manipule des actifs financiers ou bien elle a une comptabilité fournisseur assez étoffée, c'est-à-dire plusieurs milliers d'articles, plusieurs centaines de fournisseurs, ça prête l'opportunité, ça prête la disposition, ça a une fraude de type informatisé. Donc les modes opératoires, quand on analyse un peu les scénarios, sont relativement simples. Il y a les one-shot, le gros coup. Personnellement, j'ai eu l'expérience il y a quelques années de visiter une entreprise où tous les mois, mon ancien collègue Luc Vignancourt, qui parlera tout à l'heure, reconnaîtra l'affaire, une société qui faisait des virements tous les ans pour 700 millions de francs. Aucun contrôle, aucune sécurisation sur le transfert physique de la disquette. C'est mon seul regret parce qu'aujourd'hui, je pourrais être en train de boire des Moritos et des Cuba Libre si j'avais fait le jackpot. Mais donc, ça se produit de temps en temps, un peu comme la fraude de 240 millions de dollars que je vous ai évoquée juste un peu avant. On a aussi des fraudes qui sont menées sur des actions répétitives, et ça marche surtout lorsque l'entreprise a beaucoup de fournisseurs ou une comptabilité produit assez conséquente, sur laquelle il est plus facile d'insérer, d'injecter de faux comptes fournisseurs ou d'avoir une collusion avec un fournisseur pour augmenter la facturation. Le contournement ou l'exploitation d'une procédure se fait aussi. J'ai à l'esprit une fraude au Luxembourg où plusieurs millions de francs à l'époque avaient été détournés simplement parce que la personne connaissait le décalage de temps entre
je dirais, l'enregistrement informatique d'une opération de crédit et l'enregistrement informatique d'une opération de débit. Je n'ai pas le temps de détailler l'opération, mais ça lui a permis de détourner plusieurs millions de francs en une après-midi. Et enfin, parfois, alors quand je dis faiblesse, ce n'est pas forcément faiblesse au sens, ce n'est pas un critique dans ma bouche, mais plutôt, je dirais, un contrôle interne qui n'a pas encore su développer tous les moyens nécessaires et qui ne met pas en place les contrôles sur des opérations qui permettent la fraude, à savoir la création d'un compte fictif. On va créer un fournisseur, l'imputation de virement, ce qu'on appelle la cavalerie. L'affaire Madoff, typiquement, repose sur de la cavalerie à la base. La révocation d'un compte, où on va prolonger, par exemple, le prélèvement, le paiement d'une assurance vieillesse, d'un remboursement maladie ou d'une allocation quelconque. Et enfin, des procédures d'exception, où dans les entreprises, on nous dit toujours il y a un audit qui a formalisé des procédures de fonctionnement, et de manière systématique aussi, il y a toujours des procédures d'exception, des procédures extraordinaires qui permettent dans l'urgence, par exemple, de modifier le RIB d'imputation. Eh bien, c'est sur ces procédures d'exception que bien souvent, une personne en interne va pouvoir d'abord accidentellement peut-être réaliser une action, une malversation ou une erreur d'écriture informatique, mais ensuite la rejouer pour s'enrichir dans un premier temps provisoirement, mais en fait dans la réalité pour continuer. Les malveillances aussi, beaucoup d'affaires, et il est vrai que, je dirais, certaines sont extraits du panorama 2008 que nous avons présenté en janvier dernier, donc si vous ne l'avez pas regardé ou lu ce panorama, je vous invite à le regarder. Donc, un certain nombre d'affaires, vous voyez la variété des actions menées par des opérateurs, des administrateurs internes des réseaux. Donc, soit le sabotage de données, soit l'injection de bombes logiques, soit la menace d'activation d'une bombe logique. Donc, vous voyez la dernière affaire sur la société Fannie Mae, où en fait, Fannie Mae, c'est MAE, je le vois à l'instant. Bombe logique, destruction de 4000 serveurs. Donc ça peut être très conséquent. Pourquoi? Parce que les administrateurs réseau ont des droits de super privilèges, des droits routes, et donc ont des possibilités d'agissement sur le réseau très très importants. Donc malgré l'existence et la réalité ou la démonstration factuelle de ces événements, on s'aperçoit qu'on a beaucoup de difficultés à obtenir des témoignages. Alors, côté déjà futur coupable, la personne qui va commettre le délit de fraude ou de malveillance, je ne parlerai pas des motivations. Nous aurons tout à l'heure une psychologue qui travaille pour la police judiciaire qui vous expliquera tous ces aspects. J'insisterai simplement, pour l'avoir vu sur des affaires de fraude, qu'il y a bien souvent une spirale infernale. C'est-à-dire que la personne commence par une petite fraude. On est aux périodes de vacances, on va détourner quelques dizaines de milliers d'euros. Et puis arrive la rentrée où on veut enfin acheter l'ordinateur portable pour l'étudiant, le gamin ou la gamine qui devient étudiant. Et on passe dans une spirale de détournement de fonds. Un autre point qui me semble intéressant à étudier, alors je n'ai pas d'éléments de réponse, mais c'est à travers les discussions que j'ai pu avoir auprès de RSSI, auprès de responsables également dans la fonction publique, c'est qu'effectivement, si on commence à durcir une politique de sécurité sur la gestion des droits et des privilèges, ça remet un peu en cause la confiance intrinsèque, la confiance, je dirais, officielle que l'on a avec tous les acteurs de l'employé. Donc, est-ce que c'est un frein à une véritable politique de contrôle des droits, des privilèges et des savoir-faire? Je ne sais pas. Mais en tout cas, manifestement, la gestion des droits n'est pas suffisante. On voit bien comment, sur les salles de marché, certaines personnes avaient accès à des mots de passe, alors que ça aurait dû être relativement fermé. Un élément intéressant, également, dans notre recherche d'intervenants pour cet après-midi, c'est qu'in fine, on a pu avoir un intervenant, mais il était un peu tard pour que la personne puisse préparer une présentation spécifique. Mais j'ai été surpris de voir qu'on entend souvent parler d'offres de protection, de pare-feu, de tests d'intrusion, mais que les consultants de sécurité ne se sont pas mis en avant pour dire nous, on a des actions de mise en place de moyens et de procédures pour sécuriser les accès privilégiés, pour sécuriser les accès DBA, donc Database Administrator. Donc c'est très intéressant parce que c'est quand même fondamental. Tous les consultants en sécurité vous diront, et même les journalistes reprennent 80%, on va dire, loi de Pareto, que la malveillance est interne en entreprise. Et je n'ai pas pu, pour cette présentation, avoir une offre de présentation de la part des sociétés de conseil sur le domaine. Donc, ce blocage, si on va plus loin, alors encore une fois, pas d'éléments de réponse, mais plutôt des interrogations, cette difficulté de communication, à quoi est-elle due? Alors je passe, bien évidemment, c'est plus une boutade sur l'aspect superstition, je n'ose pas en parler de peur que ça m'arrive.
La non-maîtrise technologique, Olivier Guérin, notre permanent inclusif, a eu un témoignage off-record d'un RSSI qui lui avait dit effectivement ne pas maîtriser. Donc c'est vrai qu'à partir de ce moment-là, on n'a pas trop envie d'en parler. Le sentiment de culpabilité aussi, peut-être qu'on pourra en reparler tout à l'heure. Une entreprise qui a été victime d'une fraude informatique ou d'un sabotage a peut-être le sentiment de mal avoir joué son rôle de responsable et donc ne se sent pas à l'aise. Un élément important aussi où il y a peut-être une évolution à faire, c'est que, historiquement, la fraude financière est gérée par les départements d'audit ou bien du contrôle interne ou bien des deux selon l'organisation des structures. Or, aujourd'hui, la fraude s'informatise. Aujourd'hui, la fraude, ce n'est plus des écritures papier, c'est informatisé. Donc, à mon sens, il devrait y avoir, tout comme un peu pour les infrastructures SCADA, il devrait y avoir une discussion, un rapprochement beaucoup plus fort entre le RSSI et le département d'audit interne. Ce qui veut dire que, par exemple, la responsabilité fonctionnelle, opérationnelle de l'audit, du contrôle reste bien sûr à ce département, mais par contre, il faut une implication des gens de la DSI et du RSSI sur le plan technique, parce qu'encore une fois, toutes les fraudes maintenant sont informatisées. Et un autre point important, c'est le blocage de la com, comme on dit, c'est-à-dire du département communication. Alors ça, je le voyais bien dans les années 90, où au CLUSIF, on avait créé le premier groupe de travail sur les virus informatiques, et où à l'époque, les grands comptes ne voulaient pas parler virus. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, les éditeurs de logiciels, la BSA normalement, essentiellement, nous expliquaient virus égale piratage, ce qui a toujours été techniquement faux, mais qui était leur argument de propagande, et donc les gens n'osaient pas parler. Aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi il y a un blocage, mais à mon sens et à travers tout ce qu'on peut voir dans les médias, la sécurité par l'obscurantisme ou la sécurité par l'absence de communication n'est plus possible, parce qu'aujourd'hui, l'information est beaucoup plus diffuse. Et je vous renvoie sur l'affaire du Twittergate, comme on l'appelle maintenant en Allemagne, avec ce qui s'est passé au gouvernement il y a quelques jours. Donc il y a peut-être une évolution aussi à avoir, un rapprochement entre la direction de la communication et le RSSI. Puisqu'encore une fois, pour monter cette conférence, on a eu des RSSI qui nous ont dit « Moi, je suis prêt à parler, j'ai des choses à dire, non pas des secrets à dévoiler, mais expliquer un peu comment on travaille, comment on prévient certains événements. » Et c'est la direction de la communication, pour une raison que je ne maîtrise pas personnellement, qui a bloqué la chose. Donc il me semble intéressant qu'effectivement, là aussi, il y a un rapprochement de la communication avec les acteurs de la communication, parce qu'eux aussi vont se retrouver impliqués maintenant sur une communication institutionnelle qui n'est plus maîtrisée, notamment à travers les réseaux sociaux électroniques, les Facebook et compagnie. Donc, je vous renvoie encore une fois sur l'affaire Kryptonite qu'on avait traitée dans le Panorama 2008, où, à cause d'une vidéo qui avait été diffusée sur les réseaux informatiques, l'entreprise a eu un préjudice estimé à plus de 10 millions de dollars. Donc il est important aujourd'hui, à mon sens, que la direction de la communication se rapproche également de la RSSI, enfin du département RSSI, Sécurité des systèmes d'information. Donc voilà une introduction très rapide sur les aspects fraude. Vous voyez qu'il y a des cas factuels, la malveillance aussi, et malgré tout, il y a un tabou, il y a un refus de discuter, un refus d'échange, même dans des milieux professionnels. Et pour vous parler donc plus en détail de ces différents aspects, nous avons identifié heureusement des intervenants de qualité sur les aspects solutions, pas sur les aspects témoignages, même si en fait à travers leurs expériences ils pourront vous faire part de manière anonyme de quelques cas de figure. Donc nous inviterons en premier lieu M. Francis Unonganji, qui est président de l'ACFE chapitre France. L'ACFE, c'est l'Association of Certified Fraud Examiners, donc une association d'enquêteurs sur la fraude. Je pense qu'on peut le traduire comme ça, monsieur. C'est correct. De toute façon, je vous laisserai représenter la CFE plus complètement. Ensuite, pour étudier et échanger sur les aspects psychologiques, donc sur l'aspect facteur humain, nous avons Madame Estelle Dossin, qui est psychologue clinicienne et qui travaille donc pour le ministère de l'Intérieur, plus exactement à l'École nationale de la police à Draveil, qui nous présentera cet aspect avec laquelle vous pourrez bien évidemment échanger. Nous parlerons ensuite du cadre légal et jurisprudentiel avec Maître Blandine Poitvin du barreau de Lille et du barreau de Paris. Et enfin, non pas pour terminer, enfin pour terminer la présentation, mais j'irai pour cadrer, boucler, cette présentation sur la fraude. Il faut savoir que le préjudice subi, c'est-à-dire les moyens nécessaires pour remettre le système en état, réparer le sabotage de données, rembourser la fraude qui a été donc les sommes détournées. Il faut savoir que l'assurance est là pour ça. Et nous accueillerons M. Luc Vignancourt, qui est donc directeur d'un département chez Marche MC, qui nous présentera l'offre d'assurance par rapport au phénomène, aux mécanismes de fraude et malveillance.